savez comme je suis content d'être là ce matin. Au balcon, bonjour. Il y a quelques mois déjà, un petit groupe d'inconscients, de passionnés se sont réunis, des CP, direction d'école, des profs, et on a eu l'idée de s'organiser une journée à nous, à notre couleur, une journée commission scolaire, une journée pour partager, en fait, des trucs qui se fait de bon, parce qu'ils s'en fait beaucoup de trucs bons à la commission scolaire. Une journée pour mettre en évidence des pratiques gagnantes, partager et contaminer. Donc, est née l'idée du GRIP. L'année passée, il devait avoir lieu. Pour différentes raisons, ça n'a pas eu lieu, mais on y croyait beaucoup. Donc, on a redoublé d'efforts et ce matin, 9 décembre, il vient de 9 ans. Ouf, je suis à la bonne place. 9 décembre 2016, première édition du GRIP, le grand rassemblement d'innovation. Alors, bienvenue tout le monde, c'est votre journée. Bienvenue, profitez-en. Et je vais souhaiter un bienvenue particulier à Mme Esther Lemieux, directrice générale de la commission scolaire, M. Éric Roy, spécialiste en sciences d'éducation à la direction des ressources didactiques. Didactique, vous avez entendu le... Didactique. Madame Claire Gagnon, directrice des services éducatifs, des directions d'école, et vous, tous les membres de la commission scolaire dès l'année dernière. Je profite de... Oups! Ça paraît pas de même, mais j'ai un truc technique. Alors, je profite également de l'occasion pour remercier nos généreux partenaires, notamment ceux qui ont opté pour une contribution hors. Donc, Éco Soutien Scolaire, Person RP, Édition Grand-Duc, Syllab Interactif, Plurilogique, Gros et Boutillier Éducation, la COPS, Centrale des syndicats du Québec, CSQ, et sans oublier la Commission scolaire des navigateurs. Tout au long de la journée, vous allez être invités à tweeter. Donc, le mot-clic va être GRIP CSDN. Et n'hésitez surtout pas à partager, à propager la bonne nouvelle. Des photos, des coups de cœur, des trucs que vous avez découverts. Donc, GRIP CSDN. Le mot hashtag, en fait, en français, câble. Hashtag, mot-clic, merci. Et voilà. Donc, quelques petites indications aussi pour le bon déroulement de la journée. Le salon du personnel est réservé au personnel décédé et pour les toilettes, vous devez utiliser celles du sous-sol. Une dernière petite chose, je sais que nous sommes dans un événement techno, mais par respect aussi pour les différentes personnes qui vont être sur scène, je vous demanderai d'éteindre le son de vos appareils. Et un truc aussi important, comme on dit, les partages de connexion dans le Wi-Fi. Là. Carl va vous expliquer ça. Daniel. En tout cas, bref, je ne suis pas sûr s'il y en a, mais il paraît que ça interfère avec les micros. Bon. Voilà, donc, sans plus attendre, j'invite Mme Esther Lemieux à nous adresser la parole. Prenez soin de fermer mon cellulaire parce que alors, comme je ne veux pas oublier personne, je vais quand même y aller de façon macro. Alors, je voudrais saluer tous les conférenciers invités à cette rencontre GRIP et à vous tous qui êtes dans la salle. Donc, bienvenue, chers collègues. Merci d'avoir répondu si nombreux et avec autant d'enthousiasme à l'invitation lancée par les services éducatifs de la Commission scolaire des navigateurs pour participer à cette journée d'innovation. C'est une chance que nous pourrons profiter d'un partage de connaissances aussi riche des développements de la recherche en cette ère de révolution cognitive et numérique.
Cette journée qui s'inscrit dans le déploiement du plan de développement d'éthique de la commission scolaire, cette journée nous offre l'occasion rêvée d'ouvrir nos horizons et de mettre nos connaissances à jour pour ne pas dire, excusez-moi l'anglicisme, les upgrader. Alors que l'information numérique prend une place prépondérante dans nos vies, alors que la rapidité d'exécution dans les médias sociaux peut entraîner la propagation des meilleurs comme des pires nouvelles à la vitesse de l'éclair. Le monde de l'éducation, en particulier celui des niveaux que regroupe une commission scolaire, doit suivre obligatoirement le courant. Nous devons demeurer alertes et savoir négocier les virages avec adresse et ouverture, et ce, malgré un tourbillon bouillonnant et incessant d'innovation. Des fois, je me dis, ça bouge à la vitesse de l'éclair et c'est toujours sur le mode turbo. Comme le tweetait si justement l'un d'entre vous dans la salle au cours des derniers jours, il faut cesser de vivre dans le passé. Merci, Carl, de cette citation que je vais retenir longtemps. Non seulement faut-il délaisser le passé, mais il faut aussi être bien ancré dans ce que le présent nous offre pour préparer des élèves de demain et surtout demeurer capable de les suivre. Certains iront même jusqu'à dire que c'est cela. Est-ce que nous serons remplacés par des robots? Je me faisais la réflexion lors d'un dernier voyage, pas que je vous parlais de mes voyages, mais c'est quand même quand on est assis dans un aéroport, on a le temps d'observer. Je fais l'enregistrement, je vous vois pas quand j'ai mes lunettes de loin, je vais les enlever. Je fais les enregistrements à la maison par Internet, j'arrive à l'aéroport, ils me disent, est-ce que vous êtes... Oui, j'ai dit, tout est réservé, j'ai mes billets et tout. Passez là, déposez votre valise. Ça prend 30 secondes, je n'ai pas parlé à personne. Je monte en haut, on passe les barrières de sécurité. J'arrive aux États-Unis, j'avais le Mobile Pass, passeport, fait que je me suis dit, comment il faut que je passe une douane à quelque part, ça se peut pas. Alors, je regardais mon petit mobile et je me suis dit, alors j'arrive dans une rangée, passeport mobile, le gars fait clos. Je passe. J'ai vu une personne, je ne lui ai pas parlé, mais pas du tout. Quand je suis revenue, en attendant l'avion, on voit des tout petits. Ils ont à peine 3 ans, 4 ans, ils ont leur petit appareil, un mot, petit écouteur, ça joue, ça rit, avec leur petit écran. Alors, dans l'avion, j'ai tenté, moi aussi, quand je les voyais avec les doigts, j'ai dit, excusez l'expression, on va me loader un jeu. J'ai jamais compris le jeu, genre, je n'ai pas joué, mais je regardais à droite, il y avait à peu près 3 ans, et je me suis dit, hey, quand ces petits-là vont rentrer à l'école, et même nos jeunes parents, bien, effectivement, ils nous poussent. Alors, même si on voulait être dans le passé en disant, bien, je vous le dis, on n'a pas le choix, c'est la génération qui nous pousse. Pas si longtemps, il y a à peu près 20 ans, dans une école où j'étais directrice, on avait fait rentrer des ordinateurs, puis il y avait une partie d'équipe qui voulait, l'autre partie ne voulait pas, disait « je ne toucherai jamais à ça ». C'est pas long, 20 ans. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne touche pas à un ordinateur, bien, il est un peu qualifié comme illettré. Alors, c'est quand même assez fascinant de voir cette évolution. J'ai déjà eu des Vic-20 en passant dans ma classe, donc on est loin de ça. Alors, ça m'amène à vous dire qu'enseigner et apprendre dans un nouvel ère, un nouvel univers technologique présentement, c'est sûr que ça nous présente un lot de défis. Défis, en fait, que les différents spécialistes participant à la rencontre d'aujourd'hui nous inviteront à relever et en nous proposant des pistes pour y parvenir avec succès. La technopédagogie est une réalité tant au primaire, au secondaire, en formation générale des adultes, en formation professionnelle, en formation continue. C'est une réalité bien ancrée. Alors, il importe que nous puissions poursuivre son implantation sûrement et rondement afin d'assurer à nos élèves toutes les chances auxquelles ils sont en droit de s'attendre pour faire face à l'avenir, et j'oserais même
dire pour être pleinement efficace dans la vie de tous les jours, que la vie, dans le fond, dans le monde du travail lorsqu'ils entreront. Si les progrès technologiques fascinent, les contacts humains conservent leur précieuse et irremplaçable valeur. Aujourd'hui, je voudrais vous remercier d'être ici, en chair et en os, et non virtuellement, hein, quand même. Alors, permettez-moi de remercier les organisateurs de ce grand rassemblement Innovation pédagogique, la commission scolaire. M. David disait tout à l'heure, il faut être un peu inconscient, mais il faut effectivement être audacieux pour innover. Je voudrais remercier, je vais vous demander des applaudir à la fin, Mme Nicole Labrec, qui est au service éducatif, M. David Cormier, des services éducatifs, M. Pierre Gaumont, du service des ressources informatiques, Cathy Boudreau, service éducatif, Mme Caroline Côté, des services éducatifs, Mme Julie Hamel, qui est enseignante ici à Leslie, Mme Julie Chamberlain, je m'excuse, Julie, je pense que c'est enseignante, mais je ne sais pas dans quelle école, Sylvie Groslot, Geneviève Hamelin, Pierre Lefebvre, Yves Poirier, Carl Parent, Éric Pouliot, Jérôme Croteau et M. Daniel Potvin. Donc, il y a une brochette de direction, d'enseignants, de conseillers pédagogiques, direction adjointe, peu importe. Je voudrais aussi remercier notre collègue François Sylvain et son équipe qui nous accueillent si chaleureusement dans leur école, ici présente. Donc, je veux vous souhaiter une excellente journée, nous souhaiter une excellente journée, et au cas où je ne vous vois pas, je vais par le fait même vous souhaiter un joyeux Noël et des belles vacances reposantes dans 2 semaines. Merci. Bonjour, nous sommes maintenant déjà prêts pour la première activité de la journée qui sera la conférence Ignite. Il faut que je le dise, Randy, c'est correct comme ça? C'est bien. Conférence Ignite. Donc, qu'est-ce qu'une conférence Ignite pour ceux que c'est un mot inconnu, ce qui était mon cas il n'y a pas longtemps? C'est une conférence de 20 minutes. En fait, chaque participant a 5 minutes, 20 diapos, 15 secondes par diapo. Donc, c'est un truc assez casse-cou. Il faut être quand même très synchronisé. C'est pas évident à faire. Je regardais les participants se pratiquer hier, puis je les trouvais pas mal bons. Et pas leur mettre de pression. Donc, est-ce que, M. Daniel, on est prêt? Donc, j'invite à monter sur scène pour la conférence imminente M. Éric Pouliot, directeur des écoles Guillaume Couture, Champagnon et Îlot des Appalaches. M. Carl Parent, enseignant d'école de l'école. Mme Julie Hamel, enseignante ici même à Leslie. Et M. William Croteau, un ancien élève de Leslie. Bon, alors comme David l'a dit, ça en prend un pour briser la glace. Alors, si on est désynchronisé, c'est pas trop grave, vous allez voir, on va se retrouver. Alors, compétences de domaine, défi d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans la vie de l'école? On part d'où, il y a quelques années, pour arriver là où on en est aujourd'hui, au questionnement qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, on communiquait par télécopieur. On était tout content de mettre notre feuille dans la petite machine. Puis on pouvait se dire, bon, on aura une réponse demain. Peut-être si on est chanceux en fin de journée aujourd'hui ou dans quelques jours, quand ils trouveront la feuille. Aujourd'hui, ben, les moyens de communication ont changé. Hein? On s'envoie des courriels, on communique avec notre personnel par texto. Donc, on attend aussi l'instantanéité. Puis c'est la même chose qu'on vit dans d'autres sphères de notre travail. Les impacts sur les relations. Hein? Avant, on se réunissait souvent pour échanger, communiquer, être ensemble. Donc, prendre le temps de s'asseoir ensemble. Et on a l'impression que les gens peut-être communiquent moins aujourd'hui. Mais en moyenne, les adolescents envoient 83 textos par jour. Donc, peut-être qu'eux communiquent beaucoup plus que nous, on communique.
présentement parce qu'on attend d'être face à face ou comme on communiquait par le passé. Donc, on est obligé de devenir de plus en plus multitâches. Donc, on travaille l'ordinateur, le téléphone, le papier. On disait que le papier devait diminuer, mais on a tellement d'accès à des informations que souvent on en a encore plus qu'on en avait avant. Pour les enseignants, ça a un impact important aussi. Donc, les moyens de communication ont décuplé. Vous êtes sollicités, Facebook. Donc, les enseignants, les parents vous contactent par courriel, veulent des réponses rapides aussi sur ce qui s'est passé. Ce qui exige aussi de développer nos compétences de communication. Faire attention, pas répondre sur le coup de l'émotion. On doit prendre le temps de relire ce qu'on écrit aussi parce que la personne l'interprète au bout de l'écran. Donc, on doit aussi être plus disponible. Hein, ça nous demande plus de temps, ça nous demande plus de gestion à ce niveau-là, vu la rapidité aussi. Ah, je suis allé trop vite, vous savez. Ce que ça change aussi pour l'école, donc ça amène des changements dans le travail au sein de l'école. Mais de quelle façon ça améliore notre travail dans le milieu? Parce que ça a une amélioration, ça a un impact positif. Donc, on a une meilleure fluidité de l'information. On est capable de communiquer entre nous, au niveau de l'équipe, ou direction avec les membres de notre personnel, de façon plus rapide par courriel. S'assurer que l'ensemble des personnes reçoivent la même information. On est à même aussi de développer une école plus collaborative. Donc, les gens peuvent travailler en équipe, sans nécessairement être assis en équipe ensemble aussi. Parce qu'on a des outils qui sont mis à la disposition. On a des outils collaboratifs, donc toute la suite Google avec laquelle on peut travailler, où on peut travailler des documents en commun, la même chose avec Office 365. Sans être assis ensemble, on peut développer un projet commun, réfléchir ensemble à l'intérieur d'un même document. Ça change aussi le rapport au savoir. On est habitué, devant notre classe, de s'assurer qu'on est capable de répondre aux besoins de nos élèves, qu'on est capable de répondre à leurs interrogations. Mais l'information est de plus en plus accessible pour nous, comme professionnels, mais est aussi beaucoup plus accessible pour les élèves. Donc, les élèves aussi, des fois, vont arriver avec des questions sur des sujets auxquels on n'a même pas pensé nous-mêmes. Donc, est-ce qu'on doit toujours avoir la bonne réponse? On se met beaucoup cette pression-là comme professionnels, de posséder toujours la bonne réponse, puis de s'assurer qu'on peut répondre à nos élèves, mais est-ce qu'on est obligé de toujours l'avoir? Ou accepter, à certains moments, de ne pas pouvoir répondre sur le champ, mais de diriger l'élève, d'aider le jeune à développer son sens critique aussi à ce niveau-là, pour pouvoir le guider vers les bonnes sources. Donc, peu importe où on est dans l'organisation, on voit qu'il reste quand même du travail à faire. Donc, on a une partie d'éducation, on a une partie comme guide à faire auprès des jeunes, peu importe la technologie qu'ils auront entre les mains. La gestion de l'information aussi évolue. Hein? Les endroits où on stocke l'information, habituellement on allait chercher dans des livres, maintenant on met ça dans un nuage, quelque part. Et les élèves aussi ont évolué. Avant, ils arrivaient à l'école avec une pomme. Maintenant, ils arrivent encore avec une pomme, mais c'est le prix de la pomme qui a changé. Et nous aussi, comme adultes, comme humains, on évolue avec des outils différents. Merci beaucoup. Ce qui me stresse le plus, faire un événement pour savoir que Mme Lemieux lit mes tweets. Alors, les compétences de demain, le défi d'aujourd'hui, c'est une très belle thématique pour un événement comme aujourd'hui. Moi, je pose la question, OK, mais pourquoi aujourd'hui on devrait s'intéresser aux compétences de demain à partir d'aujourd'hui et pour les années à venir? Je présente ma fille, Alexia, qui commence l'école l'année prochaine. Et là, on s'est amusé, ma blonde puis moi, il y a quelques semaines, à prévoir son bal définissant, ça serait quand, pour savoir quand est-ce qu'il fallait réhypothéquer la maison pour la bonne. Et on a réalisé que c'était en 2029. Première réaction, c'est « je vais être vieux », puis « c'est dans longtemps ». J'ai continué l'exercice et j'ai regardé son parcours théorique, c'était quoi? Alors, ma fille, qui n'est pas encore à l'école, entrera à l'université en 2031, irait sur le marché du travail en 2034 et prendrait sa retraite en 2079. Ce que ça veut dire, c'est que les enseignants du Grand Voilier et les autres devront amener ma fille à être habile et compétente lorsqu'elle sera
rendues au marché du travail, donc devront déjà prévoir qu'est-ce qu'il faut qu'elles sachent, à quel point elles doivent être compétentes pour ce qui s'en vient. J'ai souvent entendu dire les profs, là, puis moi le premier, là, moi c'est valorisant ma job, je forme les adultes de demain. Bien, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui les attend vraiment demain. On sait qu'ils vont être les adultes de demain, mais est-ce qu'on les forme pour vrai? Il y a 60% des emplois de 2030 qui n'existent pas encore. En ce moment, est-ce qu'on est une école d'aujourd'hui? En ce moment, il y a un paquet d'innovations qui existent. Les jeunes, ils baignent là-dedans. Et ça a de la difficulté à franchir les murs de l'école, ça entre pas. Et pourtant, c'est leur quotidien à l'extérieur. On leur demande de déconnecter rendu à l'école. L'école, est-ce que c'est trop une école du passé? Les cloches, les bureaux en rangée, les changements de cours en même temps, ça vient d'il y a 150 ans et ça a été pensé pour que l'école ressemble à la vie en usine et en industrie. Alors, c'est pas là qu'on envoie nécessairement nos élèves. Qui est à l'école présentement? Présentement, presque tous les élèves sont nés au 21e siècle et tous les profs sont nés au 20e siècle. Donc déjà là, il y a un clivage. C'est sûr qu'on ne se comprend pas nécessairement parce qu'on ne vient même pas du même siècle, tout le monde. Les élèves, c'est qui les élèves? Ils viennent d'une génération, ils sont nés avec Internet, ils sont nés avec les outils de communication. Ils ont une pyramide de Maslow qui est un petit peu bonifiée par rapport à la nôtre. Et ils connectent, ils socialisent comme jamais. La mission de socialiser, ils font juste différemment. Ils sont toujours au courant de l'actualité, ils ont toujours accès. C'est pour ça qu'ils me posent tout le temps des pourquoi. Ils veulent savoir, ils ont cette curiosité-là, parce que quand ils n'ont pas la réponse, ils ouvrent leur téléphone et ils vont la chercher. Donc, ils peuvent venir nous prendre si on n'est pas sûr d'une réponse. Ils peuvent venir aussi nous dire non, c'est pas ça pour vrai. Ils ont besoin que l'apprentissage soit une aventure. Ils n'aiment pas ça, nous écouter parler. Leur activité cérébrale, quand ils sont en classe, est aussi nulle que pendant qu'ils dorment. Alors, c'est certain qu'il faut rendre ça un petit peu plus vivant pour eux, la classe. Nous, les enseignants, on vient de plusieurs générations. On a vécu l'école d'hier. On a une tendance, des fois, à la reproduire. Et on a vu la technologie évoluer. Peut-être qu'on est un peu saturé de l'évolution, mais on n'a pas été formé beaucoup avec la technologie, puis on n'a pas été formé beaucoup pour enseigner. Je me considère encore un jeune prof, pour 2-3 ans, là. Et quand j'ai fini en 2004, voici tout ce qui n'existait pas. Et donc, est-ce que je préparais mes élèves l'année suivante au monde qui l'attendait sans savoir le grand boom qu'il y aurait par la suite? Je ne suis pas certain. Donc, le monde qui nous entoure a évolué et va continuer à le faire. Est-ce que nos pratiques ont évolué au même rythme? Est-ce qu'on fait juste les mêmes choses année après année, avec nos photocopies à l'encre bleue qui traînent encore dans un classeur quelque part? Ou si ça a évolué, il faut venir bonifier nos pratiques. Quelques éléments clés, il faut vouloir innover. C'est sûr et certain qu'il faut que ça soit un peu intrinsèque, il faut vouloir innover. Il faut réseauter. J'ai beaucoup plus de collègues en dehors de l'école que j'en ai à l'école. La formation continue, la formation initiale m'a pas préparé à ce que le monde serait aujourd'hui. Il faut donc que je continue. Il faut sortir de sa zone de confort, puis il faut penser en dehors de la boîte. Aujourd'hui, vous risquez de penser en dehors de la boîte. Le problème, c'est que lundi, quand vous retournez à l'école, il y a des boîtes. Alors, il faut réussir à penser en dehors de la boîte pour venir innover dans la boîte. Puis si vous ne voulez pas innover, laissez vos collègues innover, s'il vous plaît. Des habiletés clés qui ont été pensées par les employeurs, qu'est-ce qu'ils recherchent? Entre autres, la pensée critique. Pourquoi? Parce que les emplois où on n'aura pas besoin de pensée critique vont être informatisés, comme être caissière chez McDonald's présentement. Et il faut être créatif. Est-ce que les élèves sont créatifs grâce ou malgré l'école? Thierry Carsanti et beaucoup d'autres ont sorti quelles seront les compétences que les jeunes doivent développer aujourd'hui pour demain. Ils touchent presque toute la technologie, c'est sûr, ça va faire partie. Et nous, il faut qu'on les maîtrise, parce qu'on doit les enseigner, on doit les montrer. Puis venez pas me dire qu'on les maîtrise toutes, là. Je me rappelle un certain matin de novembre, où la compétence 1, communiquer avec les technologies de façon efficace. Un seul courriel, répondre à tous, on a reçu 25 courriels. C'est pas vrai qu'on maîtrise toutes les compétences de demain. Pourquoi on devrait s'intéresser? Les adultes de demain sont présentement dans un système d'éducation imaginé dans le passé qui peine à suivre l'évolution du monde qui l'entoure. Nous, les enseignants qui travaillons avec ces futurs adultes, on n'a présentement pas tous les outils en main pour préparer les élèves à ce qui les attend réellement de demain. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, on vient de voir qu'avec tous ces changements qui nous ont été présentés, bien, on n'a pas le choix de changer un petit peu notre rôle en tant qu'enseignant. Donc, c'est bien beau, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite activité concrète qui pourrait nous aider à mieux préparer les élèves à aller sur le marché du travail? 10 compétences ciblées par Thierry Carsanti, présentées par Carl, 10 exigences du marché du travail. Donc, je vous propose en quelques secondes, c'est très rapide, mais de présenter les 10 compétences et une petite activité concrète qu'on peut faire en classe, peu importe notre niveau.
Qu'est-ce que les employeurs veulent? Carl en a parlé un petit peu tantôt, puis Thierry Carcenti s'est basé en partie sur ce que les employeurs veulent pour élaborer les compétences. Donc, on n'a pas le choix de tenir compte de ça si on veut bien préparer nos élèves. Alors, la première, capacité à communiquer efficacement. On a parlé du courriel tantôt. Bien, justement, le fameux courriel, pourquoi ne pas montrer à nos élèves à rédiger un courriel, à y répondre, à le signer, parce que plusieurs nous en envoient sans écrire leur nom, à mettre une pièce jointe, à expliquer c'est quoi le CC, le CCI, etc. On peut aussi, dès le primaire, avoir un bloc de classe pour que les élèves écrivent directement sur Internet dans un vrai contexte de communication, apprennent à ne pas faire de fautes en même temps et à se faire comprendre. Et pourquoi ne pas avoir un compte Twitter de classe aussi? On est encore dans un contexte de communication réelle. La compétence, maintenant, chercher l'information. Mais c'est super difficile pour même des adultes et pour des étudiants au collégial à l'université qui n'ont pas appris comment faire. Alors, il y a une chercheure à l'Université Laval qui s'appelle Martine Mottet et qui a préparé un site pour travailler ce qu'elle appelle la compétence informationnelle. Et elle décortique le processus de recherche en 6 étapes. Je l'ai fait avec mes élèves. C'est une mine d'or d'informations. C'est aussi bien primaire que secondaire. Concernant les compétences 3 et 4, selon moi, elles sont fusionnées, elles vont ensemble, parce que pour être capable de présenter l'information, il faut d'abord être capable de l'organiser et de savoir qu'est-ce qu'on désire présenter. Alors, pour ce faire, on peut amener les élèves à travailler dans des documents collaboratifs comme Google Docs, Google Slides. On peut faire des réseaux de concepts avec eux et leur demander d'en créer. On peut également utiliser le présentiel et leur montrer comment créer de façon efficace. Et cet après-midi, au Speed Dating, vous verrez une foule d'applications qui permettent de travailler ça. Résoudre des problèmes et collaborer, maintenant, sont 2 compétences clés qui ont été ciblées par les employeurs. Ce sont vraiment des compétences importantes. Donc, encore là, le document collaboratif ou le mur collaboratif comme Padlet peut nous aider. Et vous verrez également après-midi les applications qu'il y a avec ça. L'esprit critique, maintenant. Toujours Martine Mottet présente sur son site des façons d'évaluer la crédibilité des sources. Et il y a une belle petite vidéo portant sur le DAU, animal imaginaire, qui vise à piéger les élèves, et ça fonctionne même au 2e cycle. Donc, il faut aussi apprendre aux élèves à utiliser Wikipédia. Et pourquoi ne pas leur demander de toujours nous donner 3 sources d'informations lorsqu'ils font une recherche? Comme ça, on peut s'assurer de la validité. Pour moi, l'image qui est ici, Internet, ça ressemble à ça. OK? C'est juste mieux organisé. Mais peut-être que ça vous est déjà arrivé d'aller sur Facebook et de dire « Oh, je vais y aller juste 5 minutes », puis finalement, vous restez 1 heure parce que vous cliquez sur plein de liens intéressants vers des articles. Les élèves font la même chose. Alors, une solution, ça serait, dès le primaire, un site de classe. Comme ma fille est en première année dans la classe de Sylvie Bouchard, et elle apprend qu'Internet, ça ne sert pas juste à imprimer des images de Pokémon, parce qu'elle a un site, puis elle doit cliquer sur des liens, revenir, se perdre, jouer un jeu et revenir. Pour l'image numérique, maintenant, bien, c'est sûr que c'est au secondaire que ça cause surtout problème, parce que c'est pas un enfant du primaire qui va aller mettre des photos d'un méga party où il prenait de l'alcool avec ses amis sur Facebook. Mais pourquoi ne pas déjà sensibiliser les élèves au fait que des employeurs peuvent vérifier les informations qui se trouvent et les sensibiliser au fait qu'il faut fermer le profil et ne pas le laisser public. Donc, en publiant de façon réelle avec eux sur les réseaux sociaux, on peut faire du modelage de commentaires, ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. Comment est-ce qu'on peut maintenant travailler l'image, le son et la vidéo en classe avec nos élèves? Bien, tous les élèves de la commission scolaire ont un compte Google et ont donc une chaîne YouTube. On peut les aider à publier des trucs pertinents, intéressants. Vous allez voir après-midi au Speed Dating une tonne d'applications qui permettent de créer des tutoriels. On peut demander de faire ça aux élèves, de créer des animations simples. Et il faut vraiment, selon moi, insister sur le droit d'auteur et les images libres de droit. Donc, j'ai pris Pixabay, c'est une banque d'images libres de droit, pour faire ma présentation. Finalement, des recettes miracles, il n'y en a pas. Mais je pense qu'il faut laisser de la liberté aux élèves, leur faire confiance, les sortir de leur zone de confort. Et ça les déstabilise, certains paniquent, mais après, ils sont contents et ils ont appris. Et après-midi, essayez vraiment de trouver des applications qui vous intéressent pour travailler ces compétences-là. Peut-être aussi que la clé du succès, ça serait que dans chaque école, chaque niveau cible une compétence TIC à développer et qu'on essaie de l'enseigner, même si on ne peut malheureusement pas l'évaluer pour l'intégrer à notre programme. Merci beaucoup. Bon, on va attendre. Bon, si je suis ici aujourd'hui, il y a une raison. Je vais vous parler de technologie. Mais pourquoi un élève? C'est à force de discuter avec Julie, on est convenu que
ça prend un élève pour parler à des enseignants de la technologie. C'est basique. Fait qu'on commence avec ça. Donc, la technologie apporte des innovations. Ces innovations deviennent indispensables, puis des incontournables. Aujourd'hui, au 21e siècle, l'élève doit être en mesure de répondre aux incontournables que la technologie a créés. C'est basique, là. C'est de base. Donc, je sais que vous posez la question. On va donc regarder quelques exemples d'incontournables technologiques à acquérir pour un étudiant. Que ce soit au niveau de l'école, parce que oui, il va à l'école, mais certains ont un travail au secondaire, donc ils ont aussi des incontournables à maîtriser par rapport à leur job étudiant. Le premier, c'est Word. Il faut que tu sois capable d'écrire des textes. Le deuxième, c'est PowerPoint. Ben, vous pensez que j'ai fait comment ma présentation? Puis le troisième, là, c'est Excel. Parce qu'on n'en parle pas au secondaire, mais au cégep, il faut que tu sois capable de maîtriser Excel. C'est basique. Ils prennent ces trois compétences-là acquises. Ensuite, il faut écrire un courriel. Ben moi, je peux pas être là à mon cours. Ah, ben, je sais pas quoi faire. Écris à ton ancien âme, en dis des notes de cours, fais ce que tu veux. Sinon, là, moi puis ma boss, là, on fait juste échanger des courriels. Je l'ai jamais vu en vrai, là. J'ai aucune idée de son visage ni de la couleur de ses cheveux. Bon. Puis là, ensuite, j'ai mis l'énumération de compétences technologiques. Mais c'est pas ça l'important, c'est des points de suspension. Parce que la technologie évolue à un rythme tellement rapide, tellement infernal. Là. Prenez tous les adjectifs que vous voulez, là, que ce que ça fait, c'est juste l'élève, il ne sait pas ce que dans 2 ans, 3 ans, il va devoir maîtriser. Donc, on cherche des pistes de solutions pour l'aider à se familiariser avec la technologie, pour l'utiliser, pour devenir meilleur avec, pour qu'il soit habitué à le faire, pour le préparer à plus tard. Ça aussi, c'est de base, c'est nécessaire à un étudiant. La première, là, c'est capter l'intérêt de l'élève. Si on lui explique le pourquoi qu'il faut qu'il prenne la technologie, la raison qu'il fait, les avantages, il va être beaucoup plus intéressé que si on ne lui explique pas. C'est un peu ça, là, parce que l'élève, là, si on ne lui explique pas, là, okay? Il y a l'outil le plus performant au monde là, pour ne pas vous écouter. Okay? Il y a un ordinateur, là, il fait tout ce qu'il veut, sauf écouter le prof. Il branche ses écouteurs, va sur Facebook. Là, vous le savez de toute façon. La deuxième chose, là, c'est de simplifier la technologie. La technologie, c'est ultra compliqué, tout le monde le sait ici. En rendant ça plus simple, là, ça va bien mieux pour tout le monde. Puis de toute façon, un élève, c'est tellement large que ça n'a pas le goût que ça soit compliqué. Fait qu'il faut pas se causer le basic là-dessus. Là. Je pense que c'est évident. L'exemple, là, c'est les plateformes multi-interactives. Ça, là, pour un élève, c'est le fun quand t'en as une. Quand t'en as 5, là, c'est des mots de passe à gérer, c'est des travaux à remettre, c'est des dates de remise. C'est vraiment compliqué quand t'en as beaucoup, parce que les profs ne prennent pas toutes les mêmes. Bon, la solution que j'ai trouvée, pour vous, là, c'est un peu comme Echo. Pour moi, au cégep, c'est Omnivox. Ça donne les résultats, ça permet de communiquer entre les profs et les enseignants, entre les élèves et les enseignants. Ça permet aussi d'avoir accès à son horaire. Donc, mais là, il y en a qui se demandent à quoi ça règle le problème. C'est qu'Omnivox permet de toutes lier les plateformes une à l'autre, comme pour faire une grosse plateforme. Puis le prof peut même mettre des documents pour se rappeler des mots de passe, des dates de remise, un agenda virtuel pour aider à ce que l'élève puisse gérer toute cette plateforme. Mais pourquoi c'est utilisé là? C'est important de m'écouter, là. Écoutez-moi bien, là. Parce que il y a une application téléphonique fonctionnelle sur Omnivox qui fonctionne tout le temps. Fait que l'élève, il reçoit en direct s'il coule son examen de français. C'est cool, puis c'est pas cool en même temps. Aussi, il faut enseigner la technologie. Moi, là, quand j'étais jeune, on m'a appris à écrire en lettres attachées puis en lettres détachées. Moi, je vois pas pourquoi on n'apprendrait même pas aux élèves aujourd'hui à écrire à l'ordinateur. Tout s'enseigne. Je suis à l'école pour apprendre. Il faut leur apprendre des bases. C'est comme un élève, mettons, qui a un Facebook, Internet, YouTube, il joue à Angry Bird, il a un iPad, il a un Snapchat, un Instagram, un WhatsApp. Pensez à toutes les applications que vous voulez, mais il n'est pas capable d'utiliser nécessairement toutes les technologies. J'ai comme là décidé de résumer ça en une seule phrase pour que ça soit clair. Ce n'est pas parce qu'un élève a un Facebook, un Snapchat et un Instagram qui sait utiliser toutes les technologies. Ça, là, c'est totalement faux, parce que les technologies sont beaucoup plus simples à utiliser que d'autres. Et ça, il faut vraiment faire une distinction par rapport à ça. Aussi, il faut se pratiquer avec les outils technologiques, là, c'est de base. Parce que si je vous donne demain matin Antidote, puis je vous donne une formation là-dessus, pendant 2 ans, vous ne pratiquez pas, puis vous retournez avec ça, vous n'allez juste plus vous souvenir comment faire. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ça aussi, c'est de base. Parce que aussi, on peut le comparer à d'autres choses. La technologie, c'est comme le hockey et les maths. Il faut pratiquer pour s'améliorer. Si on ne se pratique pas, ben, on perd nos acquis. Et quand c'est rendu le moment où on a besoin d'utiliser, ben, on ne sait plus comment ça marche. C'est de la distinction qu'il faut faire. Donc, j'ai aussi décidé de vous mettre quelques utilisations de la technologie en classe pour vous donner des pistes d'idées pour l'intégrer. J'ai pensé à des jeux de questionnaires comme Kaggle. Les élèves y trippent parce qu'à place de faire un document de révision, ben, tu peux faire ça. Des travaux à remettre en traitement de texte, ça peut aller plus vite. Ah, je savais pas qu'il y avait ça. Fait que, en tout cas,
Merci beaucoup de votre écoute. Puis ce que je voulais dire, là, c'est votre plus grand outil par rapport à la technologie, c'est votre imagination. Merci beaucoup de votre temps. Bravo. Merci Eric, Carl, Julie, William. Nous allons poursuivre cette super avant-midi avec une première conférence. Il n'est plus possible de parler d'identité au singulier. Tous possèdent une multiplicité d'identités. Oups! Je suis pas dans la bonne. Il semblait aussi que ça ne marchait pas. Oh, la petite technologie. Ça va? Des mains sur les épaules des géants. Développer l'Internet humain. Comment bâtir un monde humain riche, juste et créatif face à l'explosion technologique? Comment rester humain face à un monde de tension, de vitesse, de créativité et d'information inhumaine? Comment bâtir un système d'éducation qui répondra à ces défis immenses? Voilà quelques exemples de questions auxquelles s'intéresse notre invité, M. Olivier Diens. M. Diens occupe le poste de premier vice-principal exécutif adjoint, études et vie étudiante à l'Université McGill. Il est l'auteur de 12 livres, dont La condition humaine, publié aux éditions Flammarion. Son 12e livre, Virus, Parasites et ordinateurs, le 3e hémisphère du cerveau, vient d'être publié auprès de l'Université de Montréal. Olivier Diens a aussi été membre du Conseil supérieur de l'éducation de 2011 à 2015. Mesdames et messieurs, Olivier Diens. Merci à vous tous d'être ici et merci de m'avoir invité. Un petit peu de
tend à faire partie de la technologie. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'apprécie beaucoup ce qui s'est fait. J'ai apprécié beaucoup les présentations qui sont venues juste avant. Donc, on est dans la bonne direction. C'est la première fois que je viens présenter ce genre de présentation-là à des écoles, à des enseignants, à des administrateurs des écoles secondaires au Québec. Je pense qu'au Québec, on est sur la bonne voie. Et après les résultats des tests PISA que vous avez vus, ça c'est une chose, je pense, qui est importante, qu'il faut dire, il faut répéter plusieurs fois, c'est qu'on a tendance à être tous très critiques envers ce qu'on fait. Mais le Québec a un système d'éducation hors pair, qui se classe parmi les meilleurs au monde dans tous les ordres d'enseignement. Donc du primaire jusqu'à l'université, nous avons un extraordinaire système d'éducation, grâce à vous. Il faut garder ça en tête. On a tendance à être tous très négatifs par rapport à ce que nous faisons. Mais c'est un extraordinaire système d'éducation. Mais il faut passer à l'étape suivante. Je pense que les présentations que vous avez eues un peu plus tôt l'ont bien démontré. Nous sommes sur le bord de quelque chose de complètement différent. Il faut être prêt à s'adapter. Et je sais que vous êtes tous ici parce que ces choses-là vous intéressent et moi, ça me fait très chaud au cœur. Je voulais commencer en fait... Plus proche? Je voulais commencer en fait par vous dire qu'en roulant hier de Montréal jusqu'ici, j'ai écouté une émission, un podcast qui s'appelle Radio Lab. Et il parlait en fait de comment on nous manipule, etc. C'est assez intéressant, mais à la fin, et je pense que c'est tout à fait approprié, à la fin, ils disent l'Internet, la haute technologie, ils sont à peu près, on est rendu à peu près au niveau où était l'automobile au début du XXe siècle. Donc quand l'automobile a été créée, il y avait en fait, je ne savais même pas cette histoire-là, il n'y avait pas de clignotants aux automobiles, hein, il n'y avait que des klaxons. Il n'y avait pas de panneaux de signalisation. Il y avait beaucoup plus d'accidents qu'il y en a aujourd'hui. Et au fur et à mesure des années, nous avons établi des moyens de communication sur les autoroutes. Et aujourd'hui, vous pouvez rouler entre Montréal et Québec sans avoir peur. Parce qu'il y a tout un code qui s'est établi au fur et à mesure. Et c'est probablement là où on en est avec la technologie. On est à ce niveau où il faut commencer à établir des codes de discussion, des codes de communication, des codes d'échange entre nous. On vient de créer l'automobile, elle est puissante, on n'a pas encore de clignotants, on n'a certainement pas de frein ABS encore, on n'a pas d'automobile qui freine pour nous, etc. On est rendu à ce moment-là et c'est ce que nous faisons tous ensemble. Alors, avant de commencer ma présentation, je vais vous dire aussi, vous avez su dans la petite présentation que j'ai fait partie du Conseil supérieur de l'éducation, mais j'ai aussi participé comme vous dans les écoles secondaires, je sais ce que c'est. En fait, j'ai même un petit moment de gloire que j'aime bien mentionner, c'est que après avoir fait mes études secondaires au collège Brébeuf, je suis retourné un peu plus tard, vers 22-23 ans, pour coacher au basketball. Et évidemment, comme ce n'était pas très bien payé, entre les pratiques et les matchs, on me donnait des heures pour être moniteur dans la salle de récréation. Et une des personnes que j'ai monitorées est Justin Trudeau. J'en suis très fier. Je ne suis pas certain que lui se rappelle de moi, mais moi je me rappelle de lui. Et un peu plus tard aussi, quand j'ai commencé à faire mon doctorat, j'ai travaillé comme suppléant à ce qui était à l'époque la Commission des écoles protestantes de Montréal, ce qui est maintenant aujourd'hui le English Control School Court. Et j'ai vécu pendant 2 ans, en fait, la vie des suppléants dans les écoles secondaires. Je sais ce que c'est, je comprends un petit peu ce qui se passe. Alors, je voulais vous parler de où on en est aujourd'hui. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont importantes dont il faut se rappeler. Et vous le verrez un peu plus tard, je vais vous faire il y aura une petite vidéo là-dessus. Nous sommes dans une période de terreur et d'extase à la fois. C'est les deux choses. On célèbre des choses, on voit des choses extraordinaires, et en même temps, les choses nous font une peur sans fin. Nous pouvons prendre des photos avec notre téléphone, nous pouvons faire des choses extraordinaires avec un seul appareil. De l'autre côté, vous prenez une photo sur votre téléphone, et sans qu'on vous le demande, en fait, votre téléphone, votre iPhone en particulier, commence à faire des identifications de visage. Et vous dites, telle personne était aussi dans telle photo. Donc on est au milieu de cette terreur et cette extase. Et nous sommes aussi dans une société, dans un moment qui est fluide. Les choses bougent sans cesse. On le voit politiquement, donc je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui se passe politiquement, on le voit politiquement, on le voit dans l'économie qui change constamment, on le voit dans la santé mentale, dans tout ce qui se refait avec les jeunes qui fréquentent nos écoles dans les santé mentales, on le voit dans la socialisation. Nous sommes dans un moment vraiment de fluidité. Et j'ai 2 choses importantes, je pense, dont il faut se rappeler ici. La première, c'est ne rejetez pas ce monde. Et je pense que les présentations de ce matin l'ont bien dit. Il ne faut pas rejeter ce monde. Si vous rejetez ce monde, il va se faire sans vous. Il va avancer sans vous. Il va avancer sans vos valeurs, sans les choses que vous croyez et
considérer important. Il faut aller vers ce monde, il faut lui infuser les valeurs qui nous semblent les plus importantes. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est avons-nous le système d'éducation approprié pour ce monde en constant changement. Et encore une fois, je ne critique pas le système d'éducation, c'est un extraordinaire système d'éducation que nous avons au Québec. Les changements qui se sont faits depuis la Révolution tranquille sont fabuleux. Nous avons une population éduquée, nous avons une société tolérante, nous avons une société qui fait preuve de compassion, nous avons une société intelligente, nous avons une société qui réussit. Non, il y a des problèmes, mais essentiellement nous avons une société qui réussit, et une bonne partie de tout ça, c'est grâce à notre système d'éducation. Mais sommes-nous prêts à faire le pas suivant? Et où allons-nous en fait? Comment faisons-nous le pas suivant? Donc, la première chose que je vous dirais, c'est, j'ai un petit extrait ici, c'est qu'il faut changer notre perspective des choses. Donc, pour ceux qui ont surtout mon âge, vous avez reconnu un jeune Harrison Ford. Ça c'est Blade Runner, ça date de 1980 quelques. Je suis désolé, c'est en anglais, j'ai trouvé l'équivalent en français, c'est moins intéressant. Je vous raconte un peu ce qui se passe pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ensuite, je vais vous dire pourquoi on fait ça. Donc, Harrison Ford joue le rôle d'un détective qui doit attraper et tuer des robots qui ont une intelligence surdéveloppée, qui travaillent sur des planètes éloignées. Ils extraient des minéraux dans les planètes éloignées. Les robots sont très intelligents. Ils reviennent sur la Terre parce qu'ils ont une vie très limitée. Ils ont 4 ou 5 ans de vie seulement. Ils ne veulent pas mourir. Ils reviennent sur la Terre. Ils essaient de se fondre à la population parce qu'on ne les reconnaît pas. Et le rôle de Harrison Ford, c'est de les attraper et de les tuer parce que cette société-là ne veut pas de robots qu'on n'arriverait pas à distinguer des êtres humains qui se promèneraient dans la société. Alors, tout le film est une poursuite entre lui et le robot. Et à la toute fin du film, c'est à peu près l'avant-dernière scène du film, finalement, le robot, qui est très puissant, attrape Harrison Ford, le met à terre, et il est sur le point de le tuer. Alors, ça, c'est le visage d'Harrison Ford, juste avant de probablement se faire tuer par le robot. Et là, il arrive la chose suivante. I've seen things people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched seaweeds glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. OK, donc, très bel extrait, à part la fin, évidemment, qui est un peu cucu, là, avec la... Donc, c'est un film, c'est quand même un film commercial. Juste pour la petite histoire, si vous prenez la version commerciale, ça c'est la version Director's Cut, si vous prenez la version commerciale, dans la version commerciale, à partir de ce moment-là, vous auriez entendu une voice-over de Harrison Ford qui vous explique ce qui vient se passer. C'était pas nécessaire, en fait. Mais pourquoi je vous présente ça? Pour deux raisons. La première, c'est que si on va avancer dans le monde dans lequel on est, puis on a vu une partie de ces explications-là aujourd'hui, c'est que la technologie est beaucoup plus qu'une machine. Il faut arrêter, il faut s'enlever de la tête la perception de la technologie comme ces espèces de la révolution industrielle. On n'est plus dans la révolution industrielle. Les machines vont devenir, et elles le sont déjà, et ça va continuer à augmenter, vont devenir nos partenaires. Elles vont devenir des êtres différents de nous, avec lesquels on va dialoguer, on va comprendre, des êtres avec qui on va échanger, avec qui on va dialoguer, comme cette personne ici, comme ce robot ici. Et pourquoi je vous ai présenté ça aussi? Parce qu'il dit « I have seen things ». J'ai vu des choses que vous, les êtres humains, ne verrez jamais. Hein? C'est des vaisseaux qui s'attaquent sur le bord de l'étoile d'Orion, par exemple. Et c'est là où on en est.
Les machines vont nous faire voir des choses extraordinaires. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je veux dire par s'asseoir sur les épaules de géants. Elles vont nous faire voir des choses que nous ne pourrions jamais voir nous-mêmes avec nos yeux et notre biologie. Et il faudra donc s'asseoir sur leurs épaules pour voir des choses encore plus extraordinaires. Et si j'ai une autre chose à vous dire, à part ne pas rejeter ce monde et avons-nous le système d'éducation nécessaire pour ces choses-là, c'est que les problèmes du 21e siècle, les challenges du 21e siècle ne seront réglés qu'en partenariat humain-machine. Alors, pour ceci, évidemment, la chose importante, il ne s'agit pas d'une course contre la machine, une telle course est perdue d'avance, il s'agit d'une course avec la machine. Et en fait, la suite de cette citation-là, qui est un peu plus serrée, la suite de cette citation de Kevin Kelly, c'est qu'en fait, vous serez payé dans l'avenir selon votre capacité à travailler avec les machines. Et ça, ce qui m'intéressait surtout, c'est ça. Il ne s'agit pas d'une course contre la machine, mais c'est une course avec la machine. Ne rejetez pas ce monde. Embrassez-le. Prenez-le avec vous. Faites-le vôtre. Donnez dans ce monde les valeurs qui vous semblent importantes. Et posez-vous la question, avons-nous, et ça va être un peu le thème de cette présentation, avons-nous les structures nécessaires dans notre système d'éducation, du primaire jusqu'à l'université, qui nous permettront de faire ça? J'en suis pas certain. Alors, pourquoi c'est pas une course contre la machine? Parce que la technologie, en fait, c'est une citation d'Ursula Frankel, la technologie est, de mon point de vue, la technologie a construit la maison dans laquelle nous vivons tous. Cette maison subit continuellement des travaux d'agrandissement, de transformation. Une part sans cesse croissante de la vie humaine s'y déroule, à tel point que, de nos jours, pratiquement toutes nos activités y ont lieu. Et la maison continue de changer. Elle est à la fois en construction et en cours de démolition. C'est exactement ici qu'on est. Et cette vision de la technologie qui construit notre maison, elle nous semble nouvelle, mais elle ne l'est pas. Alors, il faut aussi comprendre historiquement où se situe la relation de l'être humain avec la technologie. L'être humain, l'Homo sapiens, qui apparaît il y a à peu près 200 000 ans, plus ou moins, l'être humain n'existe que par la technologie. Depuis le premier outil, jusqu'aux ordinateurs super puissants que nous avons aujourd'hui. Nous avons toujours vécu avec la technologie. Des choses qui vous semblent les plus simples et les plus naturelles possibles, une maison en bois, sont en fait des résultats de technologie avancée. Penser, construire, couper, mettre ensemble, évaluer. Les cathédrales qui nous semblent, là aussi, quand vous allez en Europe, vous voyez des cathédrales gothiques qui nous semblent des choses complètement normales, naturelles. C'est de la haute technologie. Quand en Europe, Gutenberg a inventé des caractères mobiles pour l'impression, pour l'imprimerie, l'Europe a complètement changé ensuite. Complètement. L'accessibilité aux livres a complètement changé l'Europe à une révolution qui est aussi grande que celle que nous vivons aujourd'hui. Nous avons toujours coévolué avec la technologie. Et nous ne pouvons pas, et ça c'est important aussi de le savoir, nous ne pouvons pas vivre en tant qu'être humain sans technologie. Si vous avez cette vision qu'avait le fameux Unabomber, pour ceux qui se rappellent de cet homme-là dans les années 2000, 90-2000, cette personne qui avait envoyé des bombes par la poste, qui rejetait la technologie, si vous pensez qu'il est possible de vivre cette vision qu'on a un petit peu idyllique, de vivre dans les bois, en chassant soi-même, en allant prendre l'eau à la rivière, en tuant des bêtes pour s'habiller, etc., etc. Bon, d'abord, dans le Nord, c'est pas possible, comme vous le savez. Au Canada, c'est pas possible parce que vous allez mourir de froid. Dans le Sud, c'est pas beaucoup plus possible parce que vous allez mourir d'infection. Mais de toute façon, cette vision-là n'a jamais existé. Quand les Blancs sont arrivés en Amérique du Sud, ce qu'ils ont trouvé, en fait, c'est que la forêt amazonienne, qui nous semble ce symbole parfait de la nature, avait déjà été majoritairement et continuellement transformée et manipulée par les populations autochtones. Et pourquoi est-ce que la forêt amazonienne est devenue un petit peu plus ce symbole de la nature? C'est parce que quand les Blancs sont arrivés, ils sont arrivés avec leur maladie. Ils ont complètement éliminé à peu près toutes les populations à cause de leur maladie, et la forêt, le temps de repousser, mais elle avait déjà été exploitée. Nous ne pouvons pas vivre sans technologie. Alors, il faut accepter cette chose-là, et il faut aller de l'avant avec cette chose-là. Et je vous donnerai le seul exemple le plus simple de ça. C'est imaginez-vous que l'électricité s'arrête demain. Notre monde s'effondre complètement. Comprenez qu'il y a Internet a existé. Internet, le World Wide Web,
en fait, a été créé en 1989, mais il s'est lancé à peu près en 1994 avec la création du premier browser, qui était Netscape, pour ceux qui se rappellent de ça. 1994, vous vous rappelez encore, la plupart, peut-être pas tous ici, parce que certains sont nés au 21e siècle, comme on a vu, d'autres sont nés au 20e siècle, mais pour ceux qui sont nés au 20e siècle, vous vous rappelez en fait de la première Internet, des dial-up et des choses qu'on avait. C'était très sympa. Aujourd'hui, vous coupez Internet, notre monde s'effondre. Nous coévoluons avec la technologie. Nous devenons humains à travers notre relation à la technologie. C'est très important. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, c'est que comme la maison ne cesse de changer, elle bouge constamment. C'est peut-être là la différence, c'est que la maison bouge constamment, les murs changent de place constamment. On monte les escaliers, oups, la chambre n'est plus là, elle est ailleurs. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que cette technologie va si loin qu'elle fait quelque chose que je trouve assez extraordinaire et remarquable, c'est qu'elle fait ceci. Pendant les 3 prochaines décennies, et peut-être même le prochain siècle, nous vivrons une crise d'identité permanente à la recherche d'un sens à la vie humaine. En quoi sommes-nous uniques si nous ne sommes pas des artistes, des artisans, des éthiciens parfaitement humains? Le plus grand bond en avant de l'intelligence artificielle réside dans le fait que les systèmes intelligents autonomes contribueront à définir l'humanité. Nous avons besoin de ces systèmes pour savoir qui nous sommes. Ce qui est extraordinaire dans la relation que nous avons avec la technologie, c'est prenez l'intelligence artificielle, elle nous force à nous poser la question, qu'est-ce que l'intelligence? Et qu'est-ce qui est particulier dans l'intelligence humaine? Les machines qui font déjà des œuvres d'art, dont des symphonies qui sont relativement belles, qui sont capables de créer des chansons, qui commencent à pouvoir créer des films et des images, elles nous posent la question, si des machines, si des algorithmes sont capables de faire de l'art, qu'est-ce que l'être humain? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui est spécifique à propos de l'être humain? C'est la terreur et l'extase. C'est extraordinaire comme question. C'est une question qu'il faut se poser, qui est extraordinaire à se poser, mais c'est aussi une question qui fait très très peur. Parce que nous avons l'impression, au fur et à mesure que les années avancent, qu'en fait, il y a peu de différence entre un système humain et un système technologique. Mais ça va être une partie du rôle que nous avons à faire, une partie des questions que nous aurons à poser dans les écoles. Les nouvelles habilités dont vous avez parlé, qui sont la thématique ici, ça, c'est une des habilités qu'on aura besoin de développer. Une réflexion constamment métaphysique sur qu'est-ce que l'être humain. Parce que ces choses-là, c'est non seulement vous allez vous poser ces questions-là, mais ces questions-là vont se poser maintenant de plus en plus rapidement. Alors, Raymond Kurzweil dit, nous ne connaîtrons pas 100 années de percée technologique au cours du 21e siècle. Nous serons plutôt témoins de l'équivalent de 20 000 années de progrès, mesurés en fonction du rythme d'aujourd'hui. Même s'il se trompe 20 fois, même s'il est 20 fois dans l'erreur, imaginez que ce serait quand même 1000 ans de progrès en l'espace de 80 ans. Donc, je pense que personne ne peut savoir si ces choses-là sont exactement vraies, si on parle de 20 000 ans ou non. Mais nous avons tous ce sentiment d'une accélération instantanée et de plus en plus forte. Donc, cette question de qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que cette maison que nous construisons? Quel est le monde dans lequel nous vivons va continuer à s'améliorer? Vous avez l'impression, j'ai l'impression que nous vivons dans une révolution technologique. Détrompez-vous, en fait, la révolution n'a même pas commencé. Nous sommes sur le bord d'un rivage où des technologies fondamentales vont complètement changer la société humaine, l'éducation, la socialisation, l'économie et la gouvernance. La technologie dont on parle le plus souvent, bien sûr, est l'intelligence artificielle. Mais imaginez-vous maintenant l'intelligence artificielle qui se fond dans l'Internet des objets, ce qu'on appelle l'Internet of Things, où tous les objets, en fait, ont des puces et communiquent entre eux, qui se font dans le Big Data, qui va nous permettre de voir des choses extraordinaires. Et là, vous allez avoir un monde complètement différent. Ajoutez à cela des choses comme l'imprimante 3D, qui va révolutionner tout le monde, tout le concept de la manufacture. Ajoutez à cela une technologie qui s'appelle CRISPR, qui est une technologie qui permet de faire des manipulations génétiques d'une façon extrêmement précise. Et là, vous allez avoir un monde complètement différent. C'est le monde, en fait, que j'ai essayé de vous donner dans le scénario, dont je pourrai en parler un petit peu plus tard. Et c'est là où nous sommes, justement, sur le bord de la terreur et de l'extase, le sublime et la terreur. Nous sommes dans ce moment-là. Et notre rôle en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, ce sera d'apprivoiser ce monde et d'être capable de le redonner et de donner des bases à nos étudiants pour vivre dans ce monde, de tracer des pistes, de leur faire comprendre quel est ce monde. Nous avons besoin de nous accaparer de ce monde-là et de le rendre compréhensible, humain à nos étudiants.
Alors, je vais vous présenter une série de petites vidéos ici. Je suis désolé parce que le premier est en anglais. Si certains d'entre vous ont de la difficulté, je pourrais vous traduire ensuite. Donc, vous allez avoir, si je ne me trompe pas, 5 vidéos. Je vais rapidement vous donner une brève description. Donc, le premier est une entrevue avec un auteur de science-fiction qui s'appelle William Gibson. William Gibson est, pour la petite histoire, c'est un écrivain de science-fiction qui, en 1984, a écrit un livre qui s'appelait Neuromancer, le romancier en français. Et ce livre-là, c'est dans ce livre-là que Gibson a inventé le mot cyberespace. C'est le premier à avoir trouvé ce mot-là. Il a écrit un livre qui a une vision du futur qui est extraordinaire et il l'a écrit sur une machine à écrire. Donc déjà ça date un peu. Il n'avait pas d'ordinateur écrit sur une machine à écrire et s'il voulait avoir une vision, un peu une idée de son esthétique ressemblait un peu à Blade Runner ou au premier Matrix. C'est un petit peu l'esthétique qu'il a développée. Il fait ici une entrevue, on lui demande où en est-on avec le monde technologique et je pense qu'il fait des remarques très très intéressantes. Ça sera suivi d'une espèce de vidéo, donc on va aller entre le sublime et la terreur ici. Ça va être suivi d'une petite vidéo qui a été faite récemment où vous êtes dans un monde futur, où la réalité augmentée est tellement omniprésente que c'est complètement effrayant, c'est complètement étouffant. Ça va être suivi ensuite d'un court vidéo sur un robot qui existe, qui a été créé par Boston Dynamics, une compagnie qui a été rachetée par Google, qui fait des robots. C'est assez étonnant. Et ça va être suivi de 3 choses qui vont, je pense, vraiment vous questionner. Le premier, c'est une vidéo. Vous allez voir, c'est un immense hologramme avec une personne qui parle. Alors, la petite histoire, c'est que vous allez voir l'hologramme avec la personne qui parle aux étudiants. En fait, ça existe, ça s'est fait. La petite histoire, c'est que à l'Institute of Technology à Los Angeles, ils sont allés, ils ont beaucoup de technologie. Ils ont travaillé avec le musée de l'Holocauste. Ils ont interviewé un des derniers survivants de l'Holocauste. Ils lui ont posé 200 heures de questions, de discussions. Ils ont tout enregistré. Ils ont mis un moteur d'intelligence artificielle en arrière. Ils l'ont scanné à très très haute résolution. Et ils ont créé, ce que vous allez voir, un hologramme qui répond directement aux étudiants. Et ça existe aujourd'hui. Ça sera suivi d'une autre vidéo. Vous allez voir, en fait, c'est un thérapeute virtuel. Au même endroit. Il faut pas rire parce qu'en fait, les gens qui font ça, c'est au même endroit, le même institut de recherche. Ils travaillent avec l'armée américaine. Et ils se sont aperçus en fait que les soldats ont beaucoup plus de facilité à parler des thérapeutes virtuels que de vrais thérapeutes, parce qu'il y a des choses qui sont trop personnelles, trop difficiles. Ils ont besoin en fait de parler à un avatar, c'est plus facile. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, vous allez voir, c'est que pendant que vous parlez aux thérapeutes, c'est ça je l'ai vu, je suis allé voir, je te fais une démonstration, c'est qu'il y a une caméra qui est en train de complètement, l'algorithme d'une caméra qui est en train de complètement analyser votre visage, qui sait exactement ce que vous pensez. Et qui fait donc que le thérapeute va réagir, oups, baisse les yeux, la personne est déçue même si c'est autre chose, lever les yeux, commence à réfléchir, température de la peau augmente, ça veut dire telle ou telle chose, ça existe déjà. Et le dernier, vous allez voir la baleine dans la piscine, la baleine dans le gymnase. La baleine dans le gymnase, ne vous en faites pas, on n'est pas encore rendu là, mais c'est un projet d'une compagnie qui s'appelle Magic Leap, qui va faire en fait, le mélange entre la réalité augmentée et la réalité normale. Et la révolution de Magic Leap, c'est que ça ne sera pas projeté sur des lunettes. En fait, les lunettes, les petites caméras vont projeter directement dans votre pupille. Donc, il n'y aura plus vraiment de différence entre le réel et la réalité. Donc, je vous les présente. C'est le sublime et le théâtre. The non-mediated world has become a lost country. And I think that in some very real way, it's a country that we cannot find our way back to. The mediated world is now the world. We are that which perceives a mediated reality. I don't think it's possible to know what we've lost. We just have, I think there is a pervasive sense of loss and a pervasive excitement at what we seem to be gaining. And they see those two feelings seem to go together, in fact to be parts of the same feeling. It's like Frederick Jameson's postmodern divide. You have it right there, that sense of loss and a sense of Christmas morning at the same time. I think that most people, myself included, are most comfortable conceptually living about 10 years back
I think we all have these moments that are vertiginous and terribly exciting and very frightening, in which we realize the contemporary, absolutely. And I think it induces terror and ecstasy, and we retreat from it because we can't stay in that state of panic, which is, I think, the real response to what's happening to us. We're more comfortable with an earlier version of who we were and what we were. It makes us feel more in control. ¿Quién soy yo? No, no es lo que quiero decir. ¿Para dónde voy? No, puedo volver a empezar. Olvídalo. Estoy presente ahora. Me amo. Estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi tristeza. My name is Pinchas Gutler. I will answer any questions you might have for me. How old were you when the war ended? I was between the ages of 13 and 14 when the war ended in 1945. Do you remember any songs from your youth? This is a lullaby that my mother used to sing to me, and I still remember it. It's in Polish. Jadą dzieci, jadą drogą, siostrzyczka i brat, i nawidzieć się nie mogą, jaki piękny świat. I noticed you were hesitant on that one. Would you say you were generally a happy person? I'm generally happy. It's just lately there are things just keeping me down. Can you tell me more about that? On n'est pas encore tout à fait là, mais ça s'en vient. Mais pour moi, ce truc-là, c'est la parfaite représentation de la terreur et de l'extase. Parce que, et là, c'est un peu dans le scénario que je vous ai donné aussi. Imaginez-vous tout ce qu'on pourra faire de créatif avec ça. C'est extraordinaire. Ça va nous ouvrir des horizons pour les enseignants, pour les créateurs, pour les artistes, pour toutes sortes de personnes, des horizons extraordinaires. On va pouvoir faire des mondes, on va pouvoir se lancer dans des mondes vifs, dans des mondes d'une beauté sans fin. De l'autre côté, ce qu'on va avoir dans nos écoles ou dans nos milieux d'enseignement, c'est qu'on va avoir des gens qui ne seront plus capables de distinguer entre le réel et la réalité virtuelle. Ça va arriver. Il va y avoir de nouveaux problèmes de santé mentale qui vont se développer par rapport à ça. Ça, c'est inévitable. C'est exactement la terreur et l'extase. Et les deux autres choses que je vous ai présentées, donc le vidéo de l'hologramme plus la caméra qui regarde, ces deux choses-là existent. Quand j'allais voir cet institut il y a 2 ans, ils m'ont dit en fait la caméra qui permet de lire votre visage, le logiciel qui permet de faire ça est sur le point d'être assez efficace pour être utilisé par un iPad.
Donc, projetons-nous quelques années dans le futur. Imaginons qu'un élève pourrait avoir dans son nouveau iPad, qui sera probablement sa tablette électronique, qui va être plus légère, etc., que celle qu'on a aujourd'hui, que celle que nous avons aujourd'hui. Et sur cette tablette, vous allez avoir un professeur virtuel, comme vous l'avez vu ici, qui aura accès à toutes les connaissances possibles, puisqu'il pourra avoir accès aux bases de données à l'Internet, qui aura un moteur d'intelligence artificielle, qui pourra donc apprendre au fur et à mesure de ce qui se passe et apprendre de ses erreurs, qui pourra s'adapter aux jeunes qui apprennent, qui pourra lui donner des examens, des tests qui s'adapteront au niveau où il est actuellement, qui pourront tranquillement le faire monter d'un niveau à l'autre, qui sera plus patient que vous et moi ne l'avons jamais été, qui sera là 24h/7, et qui, en plus, avec la caméra, sera capable de dire si l'étudiant comprend ou non. On n'est pas très très loin. Alors, la chose extraordinaire par rapport à ça, c'est qu'il sera possible de donner au monde entier une éducation extraordinaire, d'un niveau sans fin, avec toutes les qualités possibles, et qui sera parfaitement adaptée aux compétences et au développement cognitif et mental de chacun. Ça, c'est extraordinaire quand on pense à ça. Ça nous permettra aussi, probablement, de libérer les enseignants que nous avons aujourd'hui des tâches qui sont des tâches de base, l'enseignement de base, des choses quand on enseigne les matières de base, que ce soit au primaire, au secondaire, cégep ou à l'université. Il y a beaucoup de temps qui est passé sur les trucs un peu de base, pas être fait par les machines. Et on va donc se concentrer, nous, sur des choses qui sont importantes, le mentorat, etc. Le danger, évidemment, c'est que si nous-mêmes ne nous emparons pas de ces technologies, ce sont les grandes compagnies qui vont s'en emparer. Et que vont-elles faire? Que font-elles avec votre iPhone? C'est que votre iPhone n'est pas là pour vous ouvrir des portes de réflexion. Votre iPhone n'est pas là pour vous défier. Votre iPhone n'est pas là pour vous demander « Avez-vous pensé ceci et cela ?» Parce que le but en arrière d'un iPhone, c'est pas négatif, c'est exactement, c'est une compagnie qui fait ça, c'est de faire de l'argent. Comment fait-on de l'argent? En nous faisant plaisir. Donc le iPhone, tout ce qu'il fait, c'est qu'il continue à... Il nous engage dans une voie que nous aimons déjà. Il nous confirme dans nos préjugés, dans nos habitudes, dans les choses que nous faisons moins bien, parce que le iPhone a été fait pour se vendre. Il n'est pas fait pour vous, il n'est pas fait pour vous challenger. Il n'est pas Apple qui va dire, vendre un produit qui va dire aux gens, êtes-vous sûr que vous votez pour la bonne personne? Ce n'est pas tout à fait ce que Apple va faire. Et ça, c'est le danger auquel nous allons faire face. C'est de tomber dans un monde où tout va être fait exactement à notre mesure, continuellement, et va nous plaire continuellement. Et va arrêter de nous lancer dans des voies de réflexion et de défi, ce que nous faisons dans les écoles. Alors, continuons ici. C'est le prochain. Avons-nous, et ça ce qui est important pour moi, nous avons une présentation de ça dans la première présentation, la première série de présentations, il y a quelques personnes en ont parlé. Donc la question pour nous, je reviens aux questions de départ, avons-nous le système d'éducation qui va être capable de répondre à ces choses-là? Serons-nous capables, c'est très important ici, de mener le futur et ne pas simplement être à la traîne du futur? Avons-nous le système d'éducation qui permettra aux jeunes de pouvoir faire certains de ces métiers? Alors, spécialiste de la nanomédecine, infirmier spécialisé dans les organismes génétiquement modifiés, consultant bien-être des aînés, blablabla. C'est une liste qu'on peut trouver sur Internet, ça prend 30 secondes de trouver ça sur Internet, il y en a plusieurs. Est-ce que ces métiers-là vont être des métiers de l'avenir? Peu importe. C'est pas tant qui est très très important. C'est ce qui est important, c'est comme on l'a dit un peu plus tôt ce matin, c'est que ces métiers, de nouveaux métiers vont apparaître. Avons-nous le système d'éducation qui permettra aux jeunes de vivre, d'être capables, d'être efficaces, d'avoir une vie intéressante, une vie riche, une vie équilibrée, une vie éthique avec ces métiers-là? Avons-nous un système d'éducation qui nous permettra de vivre avec les assistants personnels, comme Siri par exemple? Vous voyez ici, Vive, c'est un nouvel assistant personnel d'intelligence artificielle qui vient d'être lancé. Et ça, c'est tiré d'un article que j'ai lu dans le monde qui disait « Vive sera l'élève du monde, elle en saura plus que ce qu'elle apprendra, et elle apprendra chaque jour. » Ça, c'est votre nouveau Siri. Plus elle sera utilisée, plus elle sera intelligente. En sachant qui sont ses utilisateurs et avec quels services ils interagissent, Vive peut chercher dans le vaste trésor de données et trouver de nouveaux moyens de rassembler, de manipuler l'information. Le résultat final sera un assistant numérique qui saura ce que vous cherchez avant même que vous le demandiez.
On n'est pas très loin déjà avec les mégadonnées, le big data. Avec le big data, on peut prévoir assez facilement où vous allez être dans à peu près 1 an et demi. Assez précisément. Alors, avons-nous le système d'éducation qui saura prendre ces choses-là, l'enrichir et l'utiliser pour une formation humaniste, éthique, juste, et qui va nous donner un monde dans lequel il fera bon vivre? Alors, voici ce qui est important pour nous, ce sont les grandes questions. Que sont l'éducation et la pédagogie à la frontière de la révolution technologique? Que deviennent l'information et connaissance à la frontière de la révolution technologique? Comment développer l'éthique, la maturité, la compassion et la justice sociale dans un monde dominé par les technologies? Comment penser la socialisation? Vous faites face à ça tous les jours. Et comment enseigner dans un monde d'accès illimité à l'information, de constante stimulation, d'hypercompétitivité et de sous-financement? Sous-financement, c'est probablement un mauvais terme. Il faudrait plutôt dire de transformation du financement. C'est plutôt là où on en est. Ça, ce sont les grandes questions que nous devons tous nous poser. Nous n'arriverons pas à répondre à ces questions-là, vous et moi, aujourd'hui. Nous n'arriverons pas à répondre à ces questions-là dans les prochains 2 ans, mais nous devons avoir une attitude, une posture, une structure qui nous permettra justement de répondre à ces questions-là. Il nous faut une fluidité, une flexibilité, et vous êtes un bon exemple de ça, et aujourd'hui, ce genre de conférence est un bon exemple de ça, qui nous permettra de penser à ces choses-là. Nous sommes cependant au Québec, c'est pas juste au Québec, c'est partout comme ça dans le monde développé, nous sommes dans un système d'éducation qui sont extrêmement centralisateurs, centralisés par le gouvernement, extrêmement contrôlés et contrôlants. Il faudra pousser de l'avant, libérer le système pour pouvoir se poser ces grandes questions-là, et d'autres grandes questions comme quelles habilités développer, c'est le but de la présentation, c'est le but de la conférence que vous avez, quelle pédagogie utiliser dans un monde où les machines vont enseigner, et surtout pour moi, comment créer, mener, sculpter le futur ou l'avenir. Il faut arrêter d'être à la traîne des changements. Il faut arrêter de réagir aux changements. Il faut de temps en temps s'arrêter et essayer de penser un peu plus loin, 5 ans, 10 ans, 15 ans, où les choses semblent aller et comment allons-nous pouvoir mener ces choses-là plutôt que nous faire mener par ces choses-là. Évidemment, il y a une limite à ce que nous pouvons savoir sur les technologies. Nous savons que des transformations s'en viennent. Nous savons qu'il va y avoir des problèmes entre la réalité virtuelle et la réalité normale. Nous savons qu'il va y avoir de nouveaux problèmes de socialisation. Nous savons que nous allons avoir de nouveaux cas de détresse de santé mentale. Nous savons que le spectre de l'intelligence est en train de changer. Ça va jusqu'à l'autisme aujourd'hui. Ce sont les spectres d'intelligence qui sont en train de changer. Nous savons, en tout cas dans les universités, je suis sûr que c'est le cas dans les écoles secondaires et dans les cégeps, nous savons qu'il y a toute une réévaluation de ce qu'on appelle la violence sexuelle. Toutes ces choses-là, nous le savons. Est-ce que nous elles ne vont pas se simplifier dans les prochains 5 ans, je peux vous dire tout de suite? Est-ce que nous sommes capables de regarder un peu plus loin en avant et de dire, bon, où ces choses-là nous mènent, plutôt que de toujours réagir à ces choses-là? Et comment allons-nous pouvoir répondre à ces grandes questions? Et comment nous allons éviter de tomber dans la dystopie, dans l'horreur et le cauchemar? Comment allons-nous pouvoir répondre à ces questions et éviter dans le cauchemar? En étant flexibles et en trouvant comment nous asseoir sur les épaules de géants, qui sont les machines, et comment mener ces géants à regarder et à faire des choses qui nous semblent plus justes. Donc la première chose que nous devons faire, par exemple, c'est nous allons développer une sagesse humaine-machine. Oui, nous savons comment faire réfléchir les machines, ce que nous ignorons, c'est comment les rendre sages. Alors, ça c'est extraordinaire, parce que la sagesse, c'est la nôtre. Nous allons pouvoir faire réfléchir les machines, les faire travailler pour nous, les faire regarder le monde, et nous devons nous-mêmes essayer de les rendre... Enfin, nous allons devoir ajouter la sagesse à tout ça. Comment faire ça? Comment changer ce monde? En le reconceptualisant, en comprenant ce que nous faisons de mieux que les machines, et en comprenant ce que les machines font mieux que nous. Et au lieu de le rejeter, de l'accepter, d'utiliser ce que les machines font mieux que nous, et d'y ajouter l'élément humain. Qu'est-ce que les machines font mieux que nous? Elles voient des choses, I have seen things, elles voient des choses que nous ne pouvons pas voir. Elles voient la complexité. Elles voient la complexité du cerveau, elles peuvent voir la complexité de l'univers, elles peuvent voir la complexité de la circulation, elles peuvent voir la complexité de l'écosystème, du génome. Elles nous font voir des choses extraordinaires. Les machines peuvent aussi lier la collectivité ensemble. Nous avons une immense collectivité avec Internet, elle n'est pas vraiment liée. On pourrait imaginer des machines qui font des liens entre les divers points de vue. Il y a déjà des logiciels qui permettent de lire des dizaines de milliers d'articles scientifiques et d'en extraire les thématiques les plus importantes. C'est extraordinaire quand vous pensez à ça. Et les machines
vont nous permettre aussi, et on l'oublie souvent, elles vont nous permettre peut-être, si on le fait bien, d'avoir un monde plus juste, qui aura moins de préjugés. Parce que l'être humain vit dans un monde de préjugés. Nous amenons dans notre salle de classe nos préjugés, nos façons de faire les choses, notre colère, nos problèmes personnels. Nous amenons ça, veut pas, dans une salle de classe. Et les machines vont nous montrer comment éviter certains des préjugés. Et elles vont être capables de réfléchir d'une façon beaucoup plus objective que nous sur des problèmes fondamentaux. Qu'est-ce que nous faisons de mieux que les machines? Et quel est notre rôle dans tout ça à ce moment-là? Notre rôle devient d'être capable d'enseigner, de vivre ce que les machines sont incapables de faire, d'enseigner, de vivre et de comprendre l'ambiguïté. Nous sommes dans un monde ambigu. L'être humain arrive à vivre dans l'ambiguïté et d'insérer dans l'ambiguïté les valeurs fondamentales, la sagesse, la compassion, la beauté, l'éthique, le partage des richesses. Ça, c'est notre rôle. Imaginez maintenant voir un monde complètement différent de connaissances sur le cerveau, sur l'univers, sur la physique quantique, et ajouter à tout ce monde-là les valeurs fondamentales que nous avons, que nous voulons disséminer. Nous sommes sur le bord, si nous le faisons bien, d'un monde extrêmement positif. Alors, ce qu'il faudra faire aussi, et je vais vous donner un exemple de ça, c'est en développant l'apprentissage humain-machine. Alors, ici, c'est Kasparov, dans sa fameuse, pour la petite histoire, donc Kasparov, grand joueur d'échecs russe, toujours vivant, des années 90, qui, au début des années 90, perd contre l'ordinateur d'IBM, Deep Blue, il perd au match d'échecs. Kasparov était de loin le meilleur joueur d'échecs au monde, la machine le bat, on dit que c'est la fin de l'humanité, c'est la fin de l'intelligence, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse, etc. Bon, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, n'importe quel logiciel d'échecs que vous achetez dans votre magasin du coin va battre n'importe quel champion humain. C'est fini. Qu'est-ce qui est arrivé aux échecs? Je pense que c'est une leçon importante pour nous tous. Qu'est-ce qui est arrivé aux échecs? Est-ce que les échecs ont disparu? Non. Les échecs se sont transformés. Et ce qu'a fait aujourd'hui Kasparov, en fait, il y a deux choses qui sont passées. La première, c'est qu'il y a de plus en plus d'extraordinaires joueurs d'échecs dans le monde entier. Parce qu'à l'époque, pour être un grand joueur d'échecs, il fallait être, comme d'habitude, comme pour plusieurs autres métiers, il fallait être dans un endroit où il y avait d'autres grands joueurs d'échecs avec lesquels pratiquer. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire, puisqu'on peut pratiquer avec un logiciel. Donc, vous allez avoir des grands joueurs d'échecs qui vont sortir d'Islande. Alors, des endroits où il n'y a jamais eu de joueurs d'échecs avant. Donc, d'abord, on augmente la capacité intellectuelle des êtres humains. Et deuxièmement, ce qui est fascinant et intéressant, c'est que Kasparov a fait de nouveaux tournois d'échecs, qui sont des tournois en équipe, donc des êtres humains et un logiciel ensemble, qui jouent contre d'autres êtres humains et d'autres logiciels. Et l'équipe qui gagne, l'équipe qui a gagné récemment, ce n'est pas l'équipe avec les meilleurs joueurs d'échecs, c'est l'équipe avec le meilleur esprit de collaboration. C'est la meilleure équipe qui a gagné. Et les machines, tout d'un coup, nous font voir, parce que là, vous avez une intelligence machine avec plusieurs intelligences humaines. Tout d'un coup, on arrive à un nouveau niveau dans les échecs, et nous voyons des choses sur les échecs que nous n'avions jamais vues auparavant. Ça, c'est à peu près l'espoir. Mais pour arriver là, il faut changer les choses. La première chose qu'il faut changer, c'est pas facile, parce que nous sommes tous pris là-dedans, c'est ça. La structure impose des chaînes de pensée. Le monde dans lequel nous sommes impose des façons de penser. Vous le savez, vous êtes des pédagogues, vous êtes des enseignants, vous savez que la structure administrative ou physique change tout. Si votre classe est comme ici dans un auditorium avec les sièges vissés au plancher, ou si vous êtes capable de bouger les chaises dans votre classe, ça change tout. Si vous avez une structure administrative, une structure gouvernementale, une structure syndicale, une structure salariale, d'une certaine façon, elle va imposer une certaine façon de penser. C'est inévitable. C'est bien beau de dire penser en dehors de la boîte, thinking outside the box. La boîte est tellement grande et tellement rigide, on n'arrive même pas à aller au-delà de la boîte. Il faut donc refaire des structures, des chaînes de pensée, des structures administratives, des structures physiques. On le fait déjà avec les salles de classe, on le fait beaucoup moins avec les structures administratives. Je peux vous dire par exemple qu'à l'université, il y a énormément d'innovation qui se fait dans les centres de recherche, dans les salles de classe, dans les instituts de recherche. Il y en a très très peu dans la structure administrative. En fait, il n'y en a aucune dans la structure administrative. On a eu une présentation ce matin qui disait que la salle de classe avait été inventée, ce qui est tout à fait vrai, ce qui avait été inventé par la révolution industrielle. Et là, ça c'est la structure de la salle de classe. C'est la structure, je peux vous dire qu'à l'université, tout ce qu'on a à l'université, en fait, n'a jamais été pensé pour l'amélioration pédagogique. Et en fait, c'est encore la même chose qu'on a depuis 1200 ans. Donc, par exemple, les fameux crédits, ce qu'on appelle les fameux crédits de tous à l'université, vous savez ce que c'est, les 3 crédits, les 6 crédits, etc., ce qu'on appelle aux États-Unis les credit hours, les crédits heures.
avait été inventé, en fait, pour calculer simplement la charge de travail d'un prof. N'avait jamais été inventé pour calculer une amélioration ou une croissance pédagogique. Les semestres ont le temps qu'ils ont parce qu'ils permettent aux jeunes de retourner dans les champs et aider leurs parents. Et nous avons toujours cette structure-là qui impose des façons de faire des diplômes, des façons de penser à la matière, des façons de faire des examens. Nous avons encore une vieille structure alors que le monde est en train d'être fluide, de changer et d'être complètement différent. Et si nous ne faisons pas attention, nous sommes en avant au Québec, nous allons prendre, pas juste au Québec, nous allons prendre le retard. Et ce qui va arriver, c'est ce que nous voyons déjà un petit peu partout. Il va y avoir des décrochages, il va y avoir de nouvelles formes de connaissances qui vont se faire, et les gens vont lâcher nos systèmes d'éducation. Ce qui veut donc dire à ce moment-là qu'ils vont aussi lâcher, probablement, ça va être difficile pour nous d'avoir des valeurs communes, des valeurs de société. Il faut chercher de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. Nous avons tendance à utiliser de vieilles solutions sur de nouveaux problèmes. Faisons tous ça. C'est ce que Gibson disait, on est toujours 10 ans en arrière, mentalement, on est plutôt 20 ans en arrière mentalement. L'exemple le plus intéressant de ça, c'est comment le gouvernement du Québec a réagi à Uber. Vieille solution sur de nouveaux problèmes. Je ne dis pas que j'ai la solution à Uber, mais vous voyez que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut chercher de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. Il faut enseigner la complexité et l'ambiguïté. Il faut s'éloigner du développement des habiletés répétitives. Les machines, les ordinateurs, l'intelligence artificielle va faire ça pour nous. De plus en plus. J'avais mon meilleur ami, en fait, était un ingénieur, et il me disait l'autre fois, il y a une petite fille de 10 ans, il me disait l'autre fois, il dit, pourquoi est-ce que ma fille apprend les mathématiques? Je ne sais pas très bien pourquoi. Les machines vont faire tous les maths, c'est autre chose qu'elle doit apprendre ici. Donc il faut s'éloigner des habiletés répétitives, parce que celles-là vont être prises par les machines. Il faut essayer de regarder 50 ans en avant, et il faut bousculer la structure pédagogique. Et comment bousculer la structure pédagogique? Ben, ça, c'est pas facile. Je vais vous lancer une première chose qui va complètement vous provoquer. Avons-nous toujours besoin de professeurs? Pensez-y sérieusement maintenant. Au-delà de... Oui, moi, nous ne sommes pas en danger parce que ça va prendre de toute façon 15 ans avant que ça arrive. Mais au-delà, 15 ou 20 ans, au-delà de notre emploi, au-delà de notre intérêt à nous, si on pense à l'éducation dans l'avenir, avons-nous besoin d'êtres humains dans ce système-là pour enseigner aux jeunes? Je suis sérieux quand je dis ça. Est-ce que ça sera... Parce que quand on dit qu'il faut des êtres humains, ce sont toujours parce que oui, mais l'être humain fait des choses que les autres ne font pas, on a une sensibilité, effectivement. Mais nous amenons aussi nos préjugés, nos problèmes, nos colères dans le système et notre manque de connaissances. Nous avons tous une connaissance limitée. Alors, il faut poser de nouvelles questions. Il faut créer de nouvelles hypothèses. On peut s'amuser à se dire à quoi ressemblerait notre système d'éducation s'il était tel un essaim, un jeu vidéo, une danse, une ruche ou une fourmilière, un opéra ou un être vivant. C'est ça que je veux dire par sortir des structures administratives. Chaque fois que nous voulons repenser au système d'éducation, moi ça m'intéresse beaucoup, je lis beaucoup de livres sur l'université du futur, c'est toujours la même chose, puis on saupoudre des choses différentes. C'est comme si vous deviez penser au futur ou à l'avenir de l'énergie, et la seule chose à laquelle vous seriez capable de penser, c'est l'amélioration du moteur à combustion. OK, on a besoin que le moteur à combustion soit de plus en plus efficace, mais il faut changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, ce qui est très difficile, il faudrait peut-être s'amuser un jour à essayer d'explorer de nouvelles façons de faire. On peut essayer d'explorer de nouvelles façons de faire en disant aussi à quoi ressemblerait notre système d'éducation si ces indicateurs de performance étaient par exemple la beauté, l'esthétique et l'émotion. Si au lieu d'avoir des indicateurs de performance qui sont le nombre d'étudiants qui diplôment, le nombre d'étudiants qui passent d'une année à l'autre, ou à l'université, le ratio prof-étudiant, ou le nombre de bourses de recherche qu'on a reçues. On ne peut pas les mettre de côté, ces indicateurs de performance. Mais si on ajoutait d'autres indicateurs de performance, qu'est-ce que ça changerait dans notre façon de voir les choses? Et ce que je vais vous montrer maintenant, pour quand même vous laisser sur quelque chose d'intéressant, c'est que je vais vous montrer un extrait d'une œuvre de réalité virtuelle fascinante, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui était, vous pouvez voir à Montréal, au Centre Phi. Et l'histoire, la petite histoire de ce que vous allez voir, c'est que c'est une vidéo, c'est un documentaire qui a été fait, mi-documentaire, mi-réalité virtuelle. Et c'est un écrivain qui, dans les années 90, était en train de perdre la vue, qui devenait aveugle. Et il a enregistré sa transformation, sa perte de vision au fur et à mesure. Ce qu'ils en ont fait, c'est qu'ils ont pris les tapes qu'il avait fait, audio,
Et ils en ont fait un film. Ils en ont fait une œuvre de réalité virtuelle. Et c'est ce que je veux vous dire ici, c'est que ça, c'est le sublime. Ils ont réussi à créer une œuvre de réalité virtuelle, que vous pouvez télécharger sur votre iPhone en passant. Une œuvre de réalité virtuelle qui nous fait voir ce monde de cécité, de bruit, ce monde avec, on voit à peine des ombres, on voit des lumières qui passent, qui est le monde d'un être aveugle. Il nous fait rentrer donc dans quelque chose auquel on n'aurait jamais été. Il nous fait voir I have seen things grâce à la technologie. Vous pourriez baisser un petit peu les lumières parce que la vidéo n'est pas très très claire. Sitting in the park with the children, I hear the footsteps of people walking past me on the footpath. Further out to the right and behind me there's the car park and the sound of people starting and stopping their cars and driving off. Way off to the left there's the main road and the noise of the heavy traffic roaring past in the distance. The strange thing about it is that it's a world which consists only of activity. In the blind person's appreciation of weather, wind takes the place of sound. If only there could be something equivalent to rain falling inside, then the whole of a room would take on shape and dimension. C'est une des plus belles œuvres que j'ai vues dans ma vie, parce que vous rentrez dans un monde complètement différent, qui est parfaitement fait, qui est parfaitement ajusté à ce que vous entendez à la thématique. Si vous le voulez, en fait, vous pouvez la télécharger. Vous avez un iPhone, probablement un Android aussi. Vous allez voir, il y a une petite application qui s'appelle Notes on Blindness. Et il vous faut vous acheter un petit peu Google Cardboard. Je ne connais pas ça. Vous pouvez aller sur le site de Google, c'est Google Cardboard, donc Google Carton, et vous allez acheter des petites lunettes de réalité virtuelle qui coûtent $12, qui sont en carton en fait. Vous mettez votre téléphone dedans, et là vous êtes complètement en réalité virtuelle, ça vaut le coup de l'avoir, ça. Donc, imaginons de faire des choses comme ça dans notre système d'éducation, parce que la technologie va faire la job de bras en fait. Et nous allons pouvoir nous concentrer sur ces choses-là, faire apprendre ces choses-là, l'ambiguïté, la sagesse, la tristesse et la compassion. Et pour finir, je vous ai donné un petit scénario. Donc, comment arriver de l'avant en examinant des scénarios. Regardez le scénario, je vais vous donner un petit devoir, vous n'avez pas besoin de partir. Les devoirs, on sait très bien, ne sont pas très efficaces. Emmenez-le dans votre institution, demandez-vous si vous possédez les outils nécessaires pour y répondre. Donc, je vous ai écrit un petit scénario, je vais vous lire avec vous, sur le meilleur des mondes de 2030. Les technologies vont entraîner des modifications spectaculaires. L'intelligence artificielle est omniprésente et abordable. Elle sait décoder les émotions, elle utilise un langage naturel, elle prévoit la vaste majorité de nos besoins et de nos actes, et elle apprend rapidement. L'intelligence artificielle de concert avec l'Internet des objets, donc Internet of Things, la réalité virtuelle et augmentée, les données massives et la génomique, fonctionnent. Des changements radicaux s'opèrent aussi au niveau génétique. Ainsi, le façonnement de l'ADN est devenu une profession hautement rémunérée, alors que des êtres humains améliorés, exempts de la plupart des grandes maladies et conçus pour être le plus performants possible sur le plan cognitif, sont omniprésents. L'agriculture de précision a totalement changé l'exploitation agricole et animale. L'automatisation et l'intelligence artificielle sont restructurées et bouleversées le travail et les modèles d'entreprise.
Le monde vivant est devenu une toile organique, adaptable, que s'approprient ou considèrent comme leur terrain de jeu des groupes d'intérêts particuliers, des gouvernements, des sociétés privées, des chercheurs de toutes les tendances politiques. Chaque activité est enregistrée et ajustée en temps réel. Par exemple, la circulation, les besoins et les coûts en matière de services de santé, les budgets gouvernementaux, les infrastructures. Chaque œuvre et chaque entreprise humaine sont également enregistrées et ajustées en temps réel, à l'échelle locale et mondiale. La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont intégrées harmonieusement au réel, à un point tel d'ailleurs que la réalité elle-même est maintenant perçue comme augmentée. Tous ont accès à une myriade de mondes, d'informations, de modifications du génome, d'idées, d'œuvres d'art. Les arts sont d'ailleurs en plein essor. Une personne peut peindre, sculpter, mouler son corps à sa réalité. La plupart des Canadiens perçoivent ainsi leur monde comme une toile de fond à laquelle peuvent s'intégrer, s'ajuster désirs ou besoins. Parallèlement, la plupart des Canadiens trouvent de plus en plus difficile de vivre sans cette même réalité augmentée. Il y a une hausse exponentielle des troubles mentaux et la majorité de la population et nombre de gouvernements luttent pour s'adapter à cette réalité et cette société nouvelle est sans limite. La question que je vous pose, c'est sommes-nous prêts pour ce monde-là? Sommes-nous prêts pour ce monde-là? Et quelles habilités allons-nous devoir développer pour que les jeunes puissent vivre dans un monde qui va ressembler à celui-ci? Merci. Merci à M. Diens pour cette fascinante analyse de la relation entre l'humain et les machines. M. Diens, ne vous en faites pas, on ne va pas terminer ça sur un envolé de colombes. Mais je vais quand même, au nom du comité du GRIP, vous remettre un petit cadeau pour vous remercier de votre participation qui contribue, sans vendredi, à la réussite de Olivier Diens. Bon, hein, quand même. Ça va être je pense qu'on est dû pour une petite pause après toutes ces réflexions intenses. Donc, c'est le moment de la pause. Il va y avoir 4 stations, 2 en haut, 2 en bas, du café fourni gracieusement par McDonald's. Et oui, les stations de côté sont vraiment des côtés loin de la porte. Il ne faut pas rester devant la porte. On va reprendre à E45. Donc, je vous demanderai votre collaboration juste pour être sûr que tout le monde est 45 pour ne pas prendre de retard sur les choses. Ici est 45, bonne pause. Ah, il y a des montagnes aussi, des montagnes classiques. Qui ont été confectionnées par les élèves du CFR. Et les bons